Bienvenue Stop Invest. Vous savez que j'aime faire de l'analyse quantitative sur cette chaîne, qu'on appelle généralement, enfin grossièrement, l'analyse fondamentale. Je vous ai toujours dit que moi, je n'appelle pas ça de l'analyse fondamentale, mais plutôt de l'analyse quantitative. En tout cas, quand je regarde uniquement les chiffres ici, sans me poser d'autres questions, à savoir quel est le business model, etc. Le business model, la taille de l'industrie, etc., qui est le management, la stratégie, etc. Donc, si je regarde juste les chiffres, les marges, etc., je fais de l'analyse quantitative. OK? C'est 50% du travail dans ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc, dans l'analyse quantitative, on m'a toujours posé la question de savoir pourquoi tu n'utilises pas le PEG ratio. Parce que ouais, j'ai regardé telle entreprise, le PEG ratio est de tel, donc je pense que l'entreprise est sous-évaluée par rapport à son PEG. Je n'aime pas le PEG ratio. Je n'ai jamais considéré que le PEG ratio pouvait déterminer si une entreprise est surévaluée ou pas. D'accord? Comme le PER d'ailleurs. D'accord? Parce que tous les ratios qu'on peut utiliser ici, il y a un avantage comme il y a un inconvénient. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dogmatique sur un ratio. Je sais quel est l'avantage de ces ratios-ci, je sais quel est l'inconvénient de ces ratios-ci. C'est par rapport à ça que je pourrais savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser convenablement. Pour le PEG ratio, je ne l'utilise juste pas du tout, parce qu'en fait, il ne me sert strictement à rien. D'accord? Donc, c'est un ratio financier que je considère comme étant inutile, malheureusement, d'accord, voire même dangereux. On va commenter un article ici de Bernard Mounet qu'il a écrit en 2014 et je pense que c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc dites-moi ce que vous pensez par rapport au PEG à la fin de cet article-ci, si vous êtes d'accord ou pas. Ok? De toute façon, vous connaissez déjà mon avis. Les investisseurs sont toujours à la recherche d'outils pour prendre de meilleures décisions et pour déceler de bons placements. Parmi ces outils, il y a tous ces ratios financiers qui servent à bien évaluer les entreprises, en particulier leurs performances économiques et leurs valeurs intrinsèques. Au premier rang de ces ratios, il y a le ratio coût-bénéfice qui donne une idée rapide de l'évaluation d'un titre. Donc c'est le PER, c'est le ratio coût-bénéfice qu'on appelle le PER ici. Donc quand vous voyez RCB, c'est PER. PER, c'est Price Earning Ratio. Donc quand vous dites PER, c'est un anglicisme ici par rapport à ce terme. Le terme en français, c'est ratio coût-bénéfice. Le RCB comporte bien des nuances, mais il reste un outil important. D'accord? Il y a des nuances, mais il reste un outil important. Comme je l'ai dit, pour moi, le PER, c'est un rendement. Toujours penser en termes de rendement. Quand je vois un PER de 10, ça veut dire que l'entreprise actuellement, c'est un rendement de 10%. Si c'était une obligation et que je l'achetais ici avec une garantie que les bénéfices nets restent stables, d'accord, c'est un rendement de 10%. Mais quand vous voyez un PER de 10, posez-vous, il y a toujours un risque derrière. Soit le risque peut être temporaire, ou c'est un risque qui est durable au point où toute l'industrie est généralement à un PER de 10, comme les banques par exemple, ce sont des PER de 10 ou 13 maximum. D'accord? Donc il y a souvent ce pessimisme-là généralement sur les compagnies bancaires. Les compagnies d'assurance également vont osciller entre des PER et 10 et 13, maximum 15 par là. Dans l'automobile également, vous allez voir entre 10 et 15. Mais quand vous allez aller dans les compagnies technologiques, vous allez voir des PER de 20, 25. D'accord? Et vous savez que moi, personnellement, je ne dépasse jamais un PER de 25. Je m'en fous de savoir ce qu'il a compagnie à 100% de croissance. Je ne prends pas un PER de plus supérieur à 25. Bon, techniquement, si on a une garantie qu'on ait 100% de croissance, on pourrait quand même réfléchir un tout petit peu, mais grosso modo, de manière standard, c'est comme ça que je réfléchis. D'accord? Donc, je ne peux pas en dire. Donc, si le ratio coût-bénéfice est important, je ne peux pas en dire autant pour du ratio PEG, pour Price Earning to Grow, ou ratio coût-bénéfice par rapport à la croissance. Price to Earning Grow, ou bien le ratio coût-bénéfice par rapport à la croissance ici. C'est un PER ici, mais avec un élément croissant. Donc, si vous avez un PER de 10, une croissance de 10% ici, en fait, vous avez un PEG de 1. Donc, PER divisé par la croissance. D'accord? Donc, c'est PER divisé par G. OK? Donc, si j'ai un PER de 20 et une croissance de 10%, ça veut dire ici que mon PEG égale à 2. 20 divisé par 10. Je sais, c'est 20 et en bas, c'est 20%. Je ne me demandais pas pourquoi. C'est 20 et en bas, c'est 10%. Donc, on parle ici de pourcentage. On divise un chiffre avec un pourcentage ici. Mais bon, comprenez ici le principe. OK? Donc, si vous voulez à peu près aller demander à Peter Lynch pourquoi est-ce qu'il a vu comme ça. Mais bon. Ce ratio date des années 70. Mais a été popularisé par Peter Lynch dans son premier livre One Up on Wall Street, qui est un excellent livre d'ailleurs. Il y a beaucoup de bon sens dans ce livre-là. Comme d'ailleurs, quand on lit un livre ici, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord totalement avec l'auteur. Okay? C'est une conversation. Donc, c'est comme si vous parliez avec un ami ici. Il vous donne ses arguments, okay? Et vous pouvez les analyser, vous dire que ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Et vous avez parfaitement le droit d'être d'accord. Il ne détient forcément pas la vérité, mais il faut avouer une chose, c'est que la façon dont ce livre est présenté, il est accessible à tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir ce niveau d'accessibilité quand vous lisez, par exemple, L'investisseur intelligent, d'accord? Ou bien
Security Analysis de Benjamin Graham. Le langage est très fermé, il est très technique. Okay? Même si on vous dit que l'investisseur intelligent, voilà, c'est une version light, mais ça reste quand même un peu très technique. OK? So, ici, ce n'est pas une critique de Peter Lynch. On parle ici de son fameux PEG. Le RCB, donc le ratio, le PER ici, d'un titre bien évalué sera égal à son taux de croissance, a-t-il écrit. Donc, il dit ceci. Si une entreprise bien évaluée doit avoir également si on trouve une entreprise bien évaluée et qu'on la divise par la croissance, on doit trouver généralement un PEG de 1. Donc, quand c'est 1, ça veut dire que c'est bien évalué. D'accord? Quand c'est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'investissement par rapport à la croissance. Donc, j'aimerais tant qu'investir soit aussi simple. Donc, il dit ceci. Si c'était aussi simple, j'aimerais vraiment qu'investir soit aussi simple. OK? S'il fallait juste réfléchir en termes de RCB d'un titre bien évalué, serait égal à son taux de croissance. Donc, revenons d'abord à ce qu'est ce ratio. Dans l'exemple cité par M. Lynch, ce titre aurait un PEG de 1. D'accord? Si le PER d'un titre bien évalué est égal à son taux de croissance, c'est-à-dire que son PEG est de 1. Autrement dit, le taux de croissance de ses bénéfices serait égal à son RCB, donc à son PER. Par exemple, le titre 1, 2, 3 se vend à 22 fois ses bénéfices. D'accord? On dit que le titre s'appelle 123.com, si vous voulez. Se vend à 22 fois les bénéfices. Alors que la société a une croissance de 22% de ses bénéfices. Ce qui veut dire ici que son PEG est de 1. Donc l'idée de base est qu'un titre qui a un PEG inférieur à 1 est peut-être ou probablement, selon vos sources, sous-évalué. Par exemple, la société ABC, qui a une croissance de 20%, et se vend à 10 fois ses profits pour un PEG de 0,5. Donc, si elle se vend à 10 fois les bénéfices, vous prenez PER en haut, en dessous, vous mettez le pourcentage de croissance ici qui est de 20%. Ça vous donne ici un PEG de 0,5, 10 divisé par 20. Donc, c'est forcément sous-évalué. Pour ceux qui pensent en termes de PEG, ils vont réfléchir comme ça. À l'inverse, le titre ZZZ, qui a une croissance de 10% et se négocie à 20 fois les bénéfices pour un PEG de 2. Donc 20 divisé par 10 est surévalué. C'est une interprétation simpliste et dangereuse du PEG à plusieurs égards. En effet, de quelle croissance parle-t-on exactement? De celle de l'an dernier, de l'an prochain, des 5 prochaines années, des 5 dernières années? Parce que c'est ça l'élément déterminant. On parle de quelle croissance? L'an dernier? L'an prochain? Les 5 prochaines? Les 5 dernières? Laquelle? Personne n'a vraiment de réponse ultime à ce sujet. À mon avis, utiliser le PEG en fonction de la croissance des bénéfices d'une année, ce que de nombreux investisseurs font, est tout à fait inutile, voire loufoque. N'importe quelle société peut avoir une année heureuse, donc je dis une année heureuse, grâce à une très forte croissance qui ne se répétera jamais. Ou pas avant très longtemps. Allez peut-être voir les entreprises comme, comment on les appelle? Les entreprises comme ArcelorMittal. Ok? Vous allez peut-être trouver que les PEG sont... Et puis d'ailleurs, on pourrait même regarder ça ici. Pourquoi on va se priver de le faire? Donc, où est-ce que je vais voir ça ici? Pas ça. Voilà, ici. Est-ce qu'on a cette information-là? On va le mettre ici. Donc, je vais essayer de retrouver cette information-là par rapport voilà. Donc, on va aller sur ArcelorMittal, d'accord, MT. On va le regarder ici. Je vois ici que ArcelorMittal a un forward PE de 10. La croissance, on a une excellente croissance ici. Donc, je vais mettre ici PEG, Price to Earning Growth. Voilà. Je ferme. Donc, on ferme ici et ici. Vous allez constater une chose. Le PEG ici de cette compagnie est de 0,4. D'accord? Techniquement, Peter Lynch a dit que le PEG, d'accord, un PEG égal à 1, ça veut dire que l'entreprise est correctement évaluée. Un PEG inférieur à 1, ça veut dire que l'entreprise est sous-évaluée. Donc ici, on va se dire que ArcelorMittal est sous-évalué. Je ne pense donc pas que ce soit le cas. Je ne pense pas qu'ArcelorMittal soit sous-évalué, tout simplement parce que cette croissance-ci n'est pas durable. C'est une croissance exceptionnelle. D'accord? D'où le fait même que le PER soit aussi bas. Donc, tous ces éléments-là sont liés. Donc, dans les années à venir, est-ce qu'elle peut garder ce niveau de croissance? Non, pas du tout. Peut-être qu'elle aura même une certaine décroissance en termes de revenus. Donc, il faut faire attention. OK? Quand on revient ici,
Si vous voulez utiliser le PEG, et je vous découragerai de le faire, faites-le au moins en utilisant une estimation modérée de la croissance de la société pour au moins les 5 prochaines années. La qualité des bénéfices est une donnée cruciale. Comme je l'ai mentionné, je ne crois pas que ce ratio soit utile pour la simple et bonne raison qu'il ne vous enseigne en rien sur la société étudiée. Si vous me dites qu'un titre a un PEG de 3, je suis incapable de déterminer s'il est vraiment surévalué ou sous-évalué. Si son PER, donc RCB ici, donc son PER est de 60 avec une croissance de 20%, je vous dirais qu'il y a bien des chances que cette entreprise soit surévaluée. S'il a un PER de 12 avec une croissance de 4%, je penserais pour affirmer qu'il est bien évalué. Enfin, si son RCB est de 3, donc son ratio cours-bénéfice est de 3, avec une croissance de 1%, oups, il pourrait bien être sous-évalué. Ici, c'est juste une image qu'on vous donne. Ça ne veut pas dire que, si j'ai une entreprise qui a un PER de 3 ici avec une croissance de 1%, c'est sous-évalué. Non. C'est une image. C'est une image. OK? Soit, à l'opposé, la plupart des autres ratios qui ont leur faiblesse, vous fournissent une certaine information sur l'évaluation d'un titre. D'accord? Comme je le disais tantôt, le PER également, ses faiblesses. OK? Mais il vous donne à peu près une idée générale qui est meilleure que celle que le PEG peut vous donner. OK? Par exemple, un titre qui s'est négocié à 20 fois les bénéfices, cela me dit quelque chose. J'ai bien dit quelque chose, mais pas tout. D'accord? Moi, je peux déjà avoir ici, à 20 fois les bénéfices, je peux déjà penser que c'est une entreprise qui a un rendement de 5%. Ça me dit quelque chose. Il en va de même si vous parlez d'un titre à 4 fois la valeur comptable ou 10 fois ses bénéfices d'exploitation. Mais un PEG de 1, de 2, ça ne veut rien dire du tout. OK? Enfin, l'aspect le plus dangereux du PEG, c'est qu'il ne tient pas compte du tout de la qualité des bénéfices ni de leur croissance. OK? La qualité et la croissance. D'accord? C'est un aspect fondamental et très complexe du placement. Je me contenterai de souligner 3 aspects. D'abord, une croissance de 10% des bénéfices d'une société cyclique, comme un producteur de cuivre ou d'acier, n'a pas la même valeur qu'une croissance identique de la part d'une entreprise comme Coca-Cola, Procter & Gamble, LVMH, OK? Ou bien Danone. OK? Dans le premier cas, un ralentissement économique peut faire fondre les bénéfices rapidement, comme je vous l'ai montré ici avec ArcelorMittal. Ensuite, il est faux de penser qu'un dollar de bénéfice signifie toujours un dollar d'enrichissement pour les actionnaires. Un dollar de bénéfice n'est pas synonyme de un dollar d'enrichissement. D'accord? C'est la capacité de l'entreprise à maintenir ce 1 dollar de bénéfice, au moins, de manière stable, au mieux, croissante dans le temps, qui permet l'enrichissement des actionnaires. C'est rarement le cas en fait. Donc, c'est rarement le cas de voir 1 dollar de bénéfice signifier 1 dollar d'enrichissement pour l'actionnaire. Bien les entreprises doivent constamment réinvestir dans leurs activités l'argent gagné en laissant peu aux actionnaires. Enfin, il faut tenir compte de la façon de croître. La société qui prend de l'expansion de façon interne, soit en vendant plus de ses services ou produits, a une plus grande valeur que celle qui le fait par la voie d'acquisition. Donc celle qui a une croissance qu'on appelle généralement organique. Et organique, ça veut dire qu'elle vend plus de produits, soit parce que c'est un nouveau produit, c'est un nouveau service, ou bien parce que c'est un produit ici qui est très populaire, donc qui se vend très très bien. Donc elle n'a pas besoin de faire des acquisitions pour générer une croissance supplémentaire. Ça permet également avec une augmentation de prix. OK? Donc il faut faire attention, quand on parle de croissance, il faut déterminer ici quel type de croissance on a. D'accord? Et si cette croissance-là est qualitative. D'accord? Il faut identifier la source de la croissance, d'accord? Et la qualité de cette croissance-là. OK? Donc, on n'en parle pas souvent ici, mais comme je dis souvent, je parle beaucoup d'analyse quantitative, mais s'il faut parler d'analyse fondamentale, vous allez voir que bien des concepts ici, il faut généralement apporter des nuances. Comme par exemple, quand je prends généralement la croissance ici, je prends la moyenne de la croissance sur 10 dernières années. Mais on parle des 10 dernières années. La croissance est due à quoi sur les 10 dernières années? Est-ce que c'est une croissance par acquisition? Est-ce que c'est une croissance de manière organique? D'accord? Si c'est de manière organique, c'est une croissance robuste. Si c'est de manière inorganique, donc par acquisition, il faut que j'apporte une certaine nuance. Parce que toutes les acquisitions ne sont pas bonnes. Demandez à Atos. OK? Donc, je rappelle encore une fois ici que le lien vers la newsletter ici de la chaîne gratuite est dans la description de la vidéo. Et également, nous avons le service Top Premium où généralement,
voilà, on parle d'analyse quantitative, fondamentale également, sur des entreprises qui sont intéressantes. Chaque mois, je vous envoie ici des analyses ici sur des compagnies, 2 par mois, dont les entreprises qui sont sous-évaluées, et on fait le suivi du point de vue fondamental, pas juste du point de vue quantitatif. D'accord? Donc, je me pose des questions pour vous, je vous présente mon avis et on débat. OK? Donc, on débat, on ne fait pas juste de l'analyse quantitative. C'est pour ça que parfois c'est difficile pour moi de me dire qu'une entreprise est surévaluée, dont un avis complètement, une entreprise est surévaluée sans lire les rapports financiers en complément. Je peux déjà avoir un avis ici que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui et je peux également avoir un avis de la qualité de l'entreprise en regardant les chiffres. OK? Mais l'élément déterminant, ça sera à peu près ma connaissance profonde du sujet. Mais je sais déjà à quel prix je devrais payer. OK? Donc, il est important ici de savoir poser les bonnes questions quand vous lisez les rapports financiers. Donc, quand on parle de ratios ici, comme le PEG, qui est une sorte de raccourci ici, il ne répond pas à toutes les questions, dont les questions fondamentales ici, à savoir, comme je l'ai dit, la qualité même de cette croissance-là. OK? Donc, si on dit présentement ici, donc si le PEG ne tient nullement compte de tous ces aspects importants de la croissance, ok? En fait, la qualité de la croissance et des bénéfices est si importante qu'on peut en conclure qu'il est loin d'être certain qu'on doit nécessairement récompenser une croissance plus élevée par un ratio court-bénéfice plus élevé. Vous êtes d'accord avec moi? D'habitude, vous entendez ici que, ah oui, quand le PER, quand la croissance est élevée, elle aura forcément un PER élevé. Pas forcément. Ça dépend de la qualité de cette croissance. C'est pour ça que, comme on dit, les compagnies cycliques, vous allez voir ce type de croissance-là. Donc, tout cela me pousse à conclure que le ratio PEG n'a pas sa place dans votre boîte à outils. Donc, vous n'avez pas besoin de l'ajouter ici. Vous pouvez juste faire mention qu'il y a de la croissance ici. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous avez une entreprise qui exerce dans un secteur d'activité, disons la taille du marché est de 10 milliards. Actuellement, l'entreprise a un revenu de 1 milliard. D'accord? Elle a un revenu de 1 milliard. Ça veut dire qu'elle n'a que combien? Elle n'a que 10% de son marché. Rappelle que la taille du marché ici est de 10 milliards. Elle n'a que 10% et elle est leader du marché. Et elle a une croissance ici en moyenne de 10% sur les années passées. Donc, vous pouvez vous dire ici qu'il y a de bonnes chances que cette entreprise-ci maintienne au moins une croissance de 5% sur les 5, de 10% sur les 5 prochaines années. D'accord? Si elle maintient cette croissance de 10% sur les 5 prochaines années, en fait, en année 5, elle n'aura que 16% de part de marché. Et je rappelle que la taille du marché également a tendance à évoluer. D'accord? Donc, elle n'aura que 16%. C'est toujours raisonnable. Donc, on peut questionner, on peut se dire ici que voilà une croissance qui est à peu près, et n'est pas essentielle. Et la croissance ici, dépendamment dépendamment ici de sa source, d'accord, on pourrait déterminer si elle est durable ou pas. Mais si on a une compagnie qui est cyclique, donc, d'accord, si on a une compagnie qui est cyclique ici, qui a une croissance de 50% cette année-ci, avec un PER, disons, de 20, est-ce qu'on peut judicieusement se dire que cette entreprise est sous-évaluée à cause de son PEG? Pas du tout. Pas du tout. OK? Donc, c'est très, très important de questionner la croissance. Et voilà, moi, personnellement, je ne pense pas que vous deviez utiliser le PEG dans votre processus d'évaluation d'une entreprise. Je dis bien d'évaluation. Ça n'a rien... À la limite, même, j'aurais préféré que le PEG, qu'on l'utilise... Si vous avez les éléments concernant la croissance sur les 5 prochaines années, ou bien sur les 3 prochaines années, vous pouvez l'utiliser avec le PER actuel. Parce que moi, souvent, j'ai tendance à le faire, mais je n'appelle pas ça un PEG. OK? Donc, par exemple, si je vais utiliser ici, j'ai une entreprise ici qui a une croissance qui se négocie à 20 fois les bénéfices et qui a de bonnes chances, d'accord, de faire croire que son bénéfice, de doubler son revenu sur les 10 prochaines années. Ça veut dire en réalité, disons sur les 5 prochaines années, ça veut dire en réalité que si je l'achète en date d'aujourd'hui, en année 5, par rapport aux bénéfices nets actuels, si on prend les bénéfices nets de l'année 5 par rapport à mon coût d'acquisition actuel, j'aurai un PER de 10. OK? Tout simplement parce que voilà, si l'entreprise tient à doubler, ça veut dire que si j'achète à un PER de 20, vu que l'entreprise va doubler. Doubler ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, voilà, on aura ici les bénéfices nets par action vont augmenter, vont faire x2. D'accord? Si on avait une entreprise qui a $1 par action ici, en année 5, si les bénéfices doublent, on aura $2 par action. Si je fais mon 20 fois les bénéfices ici divisé par le $2 par action en année 5 ici, on obtient 10 fois les bénéfices. Donc, le plus important, c'est la croissance future. D'accord? La pente de la croissance future. Elle est de combien? 5, 10, 15?
Et vous ne pouvez pas répondre à cette question si vous ne connaissez pas déjà la taille du marché et si vous ne connaissez pas la source de la croissance. C'est important. Une entreprise comme LVMH, vous ne pouvez pas... Il est difficile. Elle a deux sources de croissance. La croissance est de manière est organique, donc augmentation des coûts, augmentation des prix, d'accord, augmentation des volumes, et également de manière inorganique avec les différentes acquisitions. OK? Donc, en termes de source, on connaît la source. Maintenant, en termes de qualité, est-ce qu'on peut se dire justement que cette croissance-là est qualitative? Est-ce que la croissance des bénéfices nets de LVMH ici est due au fait qu'elle, comment on dit ça, qu'elle réduit les coûts d'exploitation? On ne peut pas réduire les coûts d'exploitation jusqu'à la fin des temps et ça peut même avoir un impact à long terme. Est-ce que c'est dû à ça? Si c'est dû à ça, on sait que la qualité ici de la croissance des bénéfices cette qualité-là n'est pas durable. D'accord? Donc, si on se dit ici que non, les bénéfices nets augmentent parce que les marges ont augmenté, on peut se dire que c'est durable. OK? Donc, le PEG, pour moi, n'a pas lieu d'être. D'accord? Ça, ce n'est que mon avis. Si vous avez l'habitude de l'utiliser, posez-vous la question si vraiment, après cette vidéo, si ça vaut la peine de continuer à le faire. Si vous êtes à l'aise avec ça, tant mieux pour vous. Mais au moins, tous les ratios ont des avantages comme des inconvénients. Dès le moment où vous connaissez l'inconvénient ou l'avantage de vos ratios, vous savez comment l'utiliser et à quel moment il ne faut pas l'utiliser. OK? Donc, je rappelle qu'un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez soutenir la personne qui a écrit cet article-ci, je vous encourage vivement à acheter ces deux ouvrages. Donc, l'investir à la bourse et s'enrichir. Et le second ouvrage ici, ça s'appelle, comment on appelle ça? C'est... investir comment on appelle ça? J'ai oublié le nom du second ouvrage, désolé. En fait, ça s'appelle Maîtriser les démons de la bourse. C'est comme ça que ça s'appelle. Le second ouvrage ici s'appelle Maîtriser les démons de la bourse. D'accord? Investir en bourse et s'enrichir de Bernard Mounet et Maîtriser les démons de la bourse. Sinon, nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, j'espère que vous n'allez plus utiliser le PEG ratio. D'accord? Ou bien, du moins, si vous le faites, vous savez exactement ce que ça coûte. OK? Merci.